Oh Roméo, Roméo, pourquoi es-tu Roméo? Renie ton père et abdique ton nom, ou si tu ne le veux pas, jure de m'aimer et je ne serai plus une Capulet. Pourquoi vous n'avez pas terminé votre phrase? Et pourtant, Maxime l'a très bien résumé, l'histoire de Roméo et Juliette. Une histoire à la fin tragique, pour un poison qui n'en était pas un. À trop s'aimer, à trop s'égarer, à force de s'oublier soi-même, on se détruit au premier malentendu, au premier problème. Mais pourtant, si on se rappelle vraiment bien de la fin de Roméo et Juliette, c'est la réunion des Capulet et des Montaigu, la construction d'une bien belle statue en or massif, à l'effigie des deux époux. Finalement, l'amour de ces deux adolescents fut un terreau bien fertile, avec un engrais vraiment bien fertile, puisqu'il s'agit de cadavres d'adolescents. Mesdames, Messieurs les jurés, spectateurs zélés, lumière de ma vie, feu de mon cœur, trop aimé, n'est-ce pas là, destructeur? Alors je vous ferai grâce des évidences du sujet, des obsessions amoureuses, toxiques, destructrices, du problème du manque de confiance en soi, de ce que ça peut engendrer comme destruction chez soi. Je vous ferai grâce aussi de mes lamentations personnelles, du nombre incalculable de lettres envoyées, du nombre incalculable de larmes versées. Étais-je un Belzébuth, un Bolzébuth, si loin du but, qui ne méritait de marquer aucun but? N'aurait-il pas mieux fallu aller au... C'est illégal, messieurs, dames, ne le faites pas. Non, vous connaissez la réponse à cette évidence de trop aimer, plus que soi-même, équivaut à une destruction. Non, je vais mettre les mains dans le cambouis aujourd'hui. Je vais aller directement au vif du sujet. On va parler d'amour, de sacrifice. On va parler de l'amour de vos parents, ou alors des parents qu'il y a dans cette salle pour leurs propres enfants. Peut-être même plus, l'amour des soldats pour leur nation. Des morts pour la France, par exemple. Non, c'est pas drôle. Il y a des gens qui construisent des choses à trop aimer pour des causes qui les dépassent. Je suis bien d'accord. Mais à quel prix? Celui de leur propre vie. Et moi, si vous les voyez, spectateurs zélés, jeune que je suis, j'en connais pas grand-chose de la vie. Mais je sais une chose, c'est que c'est pas un long fleuve tranquille. C'est plutôt un torrent d'émotions, de force vitale, qui se déchaîne, qui nous déchire. Il n'y a qu'un seul but dans notre existence, c'est de vivre. Et parce que la vie n'a rien d'autre à offrir qu'elle-même, parce qu'il est vain de croire dans des abstractions métaphysiques, dans des fictions qui ne font que détourner nos yeux de son absurdité radicale, qu'il faut s'empresser de vivre, d'aimer, de s'aimer raisonnablement. La vie n'a rien d'autre à offrir qu'elle-même. Il n'y a qu'un seul but, de vivre, d'embrasser la vie, de la serrer jusqu'à l'asphyxie. Alors certes, la mort n'est rien pour nous, disait Épicure, mais elle laisse peut-être quelque chose à nos proches qu'on a quittés, le poids du deuil. Et si l'amour d'un sacrifice apporte une bien belle construction, c'est au prix de votre propre destruction. Alors si la construction qu'on laisse derrière notre destruction, mais finalement c'est rien pour nous non plus. On ne la verra pas, cette construction. Chérissez autrui et surtout, chérissez votre propre vie, précisément parce que vous n'en avez qu'une. Je vous remercie. Et pour l'interprétation,
interprétation du sujet construire, nous accueillons l'Université Paris-Panthéon-Assas, l'association Révolte-toi Assas et Léa Benzaki. Mesdames et messieurs de la Cour, messieurs et mesdames les présidents, honorables juges, si nous sommes réunis en ce tribunal aujourd'hui, et visiblement on semble avoir la même obsession, ce n'est pas, et j'en suis désolée, pour le procès de Madame Hidalgo, pour avoir commis le crime de passer le périph' à 50 après les JO. Mais soyez-en sûrs, aujourd'hui, l'heure est tout aussi grave. L'accusé, multirécidiviste, ne peut plus se cacher. Sous le joug d'innombrables accusations, Monsieur A ne peut le nier. Il est aujourd'hui sous le feu des caméras. C'est contre son crime que se font tous les crimes, c'est en son nom que les pires comportements sont justifiés. Pourtant, je scrute l'Assemblée et force est de constater que Monsieur A n'est pas là. Non, sur le banc des accusés, je vois 7 milliards d'individus qui perpétuent le crime de Monsieur A. Ou devrais-je dire, le crime d'amour. Votre honneur, les liens qui m'attachent à l'accusé, vous les connaissez. Je l'ai aimé, je l'aime encore, mais aujourd'hui, on me reproche de l'avoir trop aimé, à m'en avoir fait perdre la raison, d'avoir tant aimé, menant à ma destruction. Pour autant, notre tribunal semble démuni, puisque l'amour ne figure dans aucun code, et oui, on ne renie pas son école, mais il a sa place réservée sur le banc des accusés. Alors, quelques présentations sont en vigueur. Altruiste, Monsieur A est toujours dirigé vers l'autre. Toujours en mouvement, il est ce lien, ce passage, ce pont, il est ce vif attachement pour quelqu'un, ou pour quelqu'un d'autre. Vous l'aurez compris, l'amour n'existe pas en soi, pour soi. On le projette toujours vers quelqu'un, mais jamais sur soi-même. Cet amour, il m'a construit comme jamais je n'aurais pu le faire seul. Alors, et vous l'avez dit, très cher contradicteur, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais je ne vous apprendrai rien en vous affirmant que la vie est plutôt une route remplie d'obstacles, d'embûches, parfois de détours, mais souvent de raccourcis, et que pour les surpasser, il nous faut cette étincelle, il nous faut cette flamme d'envie, cette raison d'avancer et d'essayer tant et si bien de progresser. Sinon, tout demeure vain, figé sur la ligne de départ. Sans aspiration, sans doute, sans amour, tout semble vain. Sans quelque chose de plus grand, sans un compagnon de route, pas de construction. Alors, si l'homme est un animal social, seul, vous n'êtes qu'un chien errant condamné à l'image de votre propre reflet. Parce que oui, l'homme se construit inévitablement à travers l'autre, à travers la confrontation d'idées et de valeurs, quelque chose de différent qui nous fait construire. Reconnaissez, cher jury, que la vie serait très morose et sans saveur si l'on passait la journée à se regarder, à s'observer, ajuster ses parures au paroxysme d'un monde et d'un amour de soi exacerbé dans une société du paraître que Georges Duroy aurait tant de mal à reconnaître aujourd'hui. Et sur le chemin de la vie, on ne ferait que répéter une étape en boucle, comme piégé dans un looping, un jour sans fin, un mauvais film du dimanche soir, un coup de pinceau, on se construit le matin, on s'autodétruit le soir, et le lendemain on recommence. Mais derrière les faux-semblants et les simulacres, le masque de l'hypocrisie vacille. Et qu'à s'efforcer de n'observer que soi, très cher contradicteur, vous suivez à la trace courant à votre perte les pas d'un narcisse des temps modernes. Un coach en développement personnel qui, ignorant et peureux, affirme avec certitude, à qui veut l'entendre, une recette officielle et certifiée du bonheur, une série de compliments à soi-même, un zeste d'admiration et une pincée d'égoïsme. Prenant l'idée selon laquelle vous êtes le personnage principal de votre petit cocon doré, votre monde sans contradiction. Alors après tout, c'est vrai. Pourquoi baigner dans cette paresse intellectuelle, se risquer à remettre en question nos certitudes quand elles nous bercent dans un monde d'illusions si parfait? Mais au GPS de la vie, j'ai toujours préféré m'aventurer sur des chemins de traverse. Pour apprendre à connaître cette route comme ma poche, il faut accepter d'y faire face, de tomber dans ses pièges et de rencontrer ses malins génies. Au rond-point,
tournez tout droit. Continuez tout droit, c'est plus logique. Alors, simple esprit de contradiction, ou déjà lassé de ce monde si monotone, je veux me laisser porter par les flots du courant et m'échouer à bout de souffle sur la rive nouvelle, plutôt que de ramer éperdument jusqu'à rejoindre la maison. Parce que sur le parcours de la vie, au bout de la 20e ou de la 30e chute, on commence à apprendre à se relever plus facilement. Et cher contradicteur, c'est uniquement grâce aux autres que l'on apprend cela, à confronter face aux autres pour découvrir qui l'on est. Mais c'est bien cet amour de quelque chose de plus fort que vous condamnez aujourd'hui, injustement, alors qu'il m'a construit. Vous le condamnez parce qu'il m'aurait trop construit. Mais je n'aurai la prétention qui est la vôtre d'affirmer avoir toutes les clés en main, d'omettre que nous vivons en société, parce que je ne suis que le chaînon d'une chaîne, le dernier d'une cordée, le survivant d'une aventure, l'écrivain d'une histoire commune. Honorable juge, je vous en conjure, libérez l'accusé et laissez-moi aimer sans limite. Mais quelque chose est sûr, quel que soit votre jugement et votre verdict ce soir, je ne m'avouerai jamais vaincu. Et je continuerai à affirmer, corps et âme, que seul, je ne serai jamais moi-même. Et pour le dernier duo avant l'entracte, un sujet un peu original puisqu'il s'agit d'une chanson de Jean-Jacques Goldman. Quoi que je fasse ou que je sois, rien ne t'efface, je pense à toi. Et à la négative, on accueille l'ENS Lyon et en particulier l'association Impertinence et Gabriel Desbeaux. Les obus sifflent autour de nous. Les soldats frissonnent dans le petit matin. Nous sommes en 1914, du côté de la Picardie. Et Guillaume Apollinaire évidemment, depuis sa tranchée, écrit à Lou son amante. Alors, ce n'est pas facile d'écrire parce qu'il pleut, bien sûr, et qu'on n'a pas beaucoup dormi. Mais il écrit. Écoutez. Près de moi, je vois sans cesse ton image, et à cheval, elle trotte près de moi. Quel amour, n'est-ce pas? Il n'y a pas à dire, c'est beau. 200 poèmes, quand même. Mais pourquoi Apollinaire lui envoie-t-il tout ça? Car lui est coincé ici, car Lou est très volage, et parce qu'il le sait bien. En fait, il voudrait la maintenir en continu près de lui. Il séquestre son image. Ils se sépareront à peine quelques mois plus tard, en février 1915, et il la remplacera étonnamment tôt. Ainsi, tel croyait aimer, qui n'était qu'obsédé, comme quoi. En réalité, mesdames et messieurs, je crois que c'est heureux. Je ne suis pas venu devant vous faire le portrait enflammé de cet amour, mais je veux délivrer une simple réalité, une réalité aussi douce à étreindre que Lou. Oui, je crois que Lou a eu peur. Comment n'aurait-elle pas eu peur? Quoi que je fasse, où que je sois, rien ne t'efface. Je pense à toi, rien ne t'efface. Mais, cher public, c'est évidemment faux. Pensez-y, notre vie la plus quotidienne contredit ces revendications. Nous distribuons tous, souvent et généreusement, c'est « je pense bien à toi ». À la fin de nos SMS, à longueur de texto, « je pense bien à toi, chérie, maman, mamie ». Et nous faisons bien. Mais nous oublions, nous vivons, nous nous distrayons, nous sommes distraits, et nous faisons bien.
Et oui, qui peut se targuer d'être toujours présent à lui-même, de savoir imposer à son esprit, tout aussi volage que loup, une unique pensée tout le jour? Voilà qui est bien présomptueux. Oui, n'avoir qu'une seule pensée, tout le jour et toute la nuit, pour adorer uniquement le reflet lointain d'un autre, d'une autre, illusion néfaste, et que l'on nourrit par dépit, comme la mère Apollinaire. Il faut dire qu'elle était jolie, Lou. Et quand bien même, si c'était possible, mais quelle prison mentale, rien ne t'efface, a-t-on besoin, pour aimer, d'être marqué au fer, d'être un tatoué de l'amour? Non. Non à cette obsession névrotique, à cette obsession vraiment carcérale. Ici, plutôt, nous accueillons en nous cette vraie liberté. Celle qui est aussi importante que le droit d'être ailleurs physiquement, d'aller et venir. Cette liberté d'être ailleurs en esprit. Notre dignité est ainsi, bien sûr, dans les choses d'amour, du moins, de contempler cette évidence éblouissante. Notre capacité à être distrait, à être lointain parfois, est la condition qui sauve non seulement notre liberté intérieure, mais qui nous sauve. Quoi que je fasse, où que tu sois, tu es là, dans mon esprit, chaque seconde. Mais cher public, cela confine au harcèlement moral. Article L 1152 du Code du travail, ça tend vers le pénal. Et qui dit pénal, dit condamnation. Alors on en viendrait, dans ce siècle prohibitif, à prendre des mesures pour éloigner cette présence obsessionnelle de l'autre. Qui, ici, peut finir avec un bracelet électronique au poignet? Et puis, franchement, c'est une technologie qui n'est pas du tout au point. C'est particulièrement laid, regardez vous-même. Le condamné se promène, et à chaque fois qu'il pense à l'être aimé, la sonnerie résonne 120 décibels dans la rue, c'est pas pratique du tout. Et en plus, la sonnerie, c'est Ne me quitte pas de Jacques Brel, choix du juge. Non, c'est pas pratique du tout. Et surtout, on perdrait quelque chose de l'amour. De cette autre pensée plus ponctuelle, plus fidèle, moins fréquente peut-être, plus intense, bien sûr, dirigée vers l'être aimé. Loin des obsessions autodestructrices qui dérobent la vie. Au contraire, quel amour que celui qui comprend la liberté de penser. Alors, puisque nous en sommes rendus là, corrigeons notre formule originelle. Je pense à toi. Je pense à toi sans servitude. Donc à toi tel que tu es. Et cette pensée m'est précieuse parce qu'elle n'est pas omniprésente. Et c'est ces absences, cette intermittence du cœur, qui lui donne tout son sens. À la positive, nous accueillons l'ENS Paris, l'association Éloquence, et en particulier Clara Bella Spinner. C'est plus compliqué que ça en a l'air. Alors. Je tiens dans mes mains une photo jaunie d'une petite fille. On la voit heureuse, insouciante, légère devant une église à Etchmiadzin en Arménie. Une photo aussi lisse que le marbre sous la caresse de mes doigts. Souvenir d'un pays perdu, souvenir d'amour. Elle semble si heureuse. Mais le bonheur n'est qu'une halte vaine. Elle ne sait rien encore de l'horreur qui l'attend. Elle ne sait rien encore de son exil. Elle ne sait rien encore de son peuple meurtri. Et elle ne sait rien encore de son peuple orphelin. Elle ne sait rien
de son Arménie sanglante. Elle ne sait rien encore de la vie des siens, saccagée, terrifiée et décimée. Tu seras un errant, parcourant la terre. Elle sera de cette foule errante, de parias misérables et blessés, étrangère parmi les étrangers. Je suis de ce peuple dont l'histoire est inachevée, dont les guerres sont perdues, dont la poésie n'est plus lue et dont les chants se sont tus. Quoi que je fasse, où que je sois, rien ne t'efface, je pense à toi. Le récit de cette terre perdue, de cette patrie en ruine, se transmet, immatériel, de génération en génération. Exilés, mais éternels, nous sommes comme le mont Ararat, excroissance basaltique entre l'or et la nuit, qui s'élance depuis la steppe anatolienne, rude et austère. Mais le souvenir de ses ascendants, le souvenir de ses morts est brûlant. Depuis les temps immémoriaux, le peuple arménien a donné du souffle et de l'esprit à son histoire. Et il est impérieux, pour que nos ancêtres aient une histoire vivante, cette photo fait partie de mon histoire et me rattache au flux du temps. Le récit de l'exode de cette petite fille est un héritage. Et je dois alors reformuler notre passé et recomposer une continuité temporelle qui est rompue. Cette photo, c'est le trésor de notre musée imaginaire. Telle une Bible, et nous n'accepterons jamais l'effacement de la carte du monde. L'exil s'écrit ici, à hauteur d'hommes et de femmes en fuite. Il est le lieu de l'écriture d'une destinée collective. Peuple de sans-droit, communauté apatride, la narration de l'Exode proclame bien haut « Arménie, fille des patriarches ». Et quand nous aurons tout perdu, quand nous aurons abdiqué, une liberté si cruellement défendue, au prix d'innombrables générations, quand nous n'aurons plus ni nos prières, ni nos drapeaux, nous aurons encore la liberté de pleurer sur un royaume déchu, sur les ruines de l'âme arménienne indignement piétinée depuis des siècles. Et de l'étymologie latine de l'exil, on retient deux notions, l'expulsion et l'errance. Et il y a chez tout Arménien la notion du peuple des origines, non pas du peuple des élus, mais celui des enfants de Noé, des descendants de Noé. Souvenez-vous, à l'occasion d'une visite à son ancêtre Enoch, il lui fut révélé par la voix du ciel que la destruction s'imposait du fait que les habitants de l'Aride avaient percé à jour le secret des signes, la toute-puissance des satans, le mystère des mystères et la puissance des sortilèges. Un lieu que l'on quitte et une marche en avant pour que les morts sans sépulture connaissent enfin la paix. Notre voix sort des décombres. Quoi que je fasse, où que je sois, rien ne t'efface. Je pense à toi. Je pense à toi, ma patrie déchue, ma patrie dans les ruines. Et l'exil est les pays de tous à part entière. En exil, je suis partout chez moi. Combien de temps faut-il pour transformer l'émigrant en immigrant, celui qui est parti en celui qui arrive, et le passé et l'avenir sont une même peine. J'aime encore aujourd'hui l'évocation de l'arrivée en France de cette petite fille, ma grand-mère. La France, ce pays fantasmé, rêve d'un territoire inconnu, arrivée riche de son paradis perdu, et comme une princesse déchue, privée des siens, craignait d'être prise en faute et renvoyée sans sommation. Elle a adoré ce pays d'un amour presque ridicule,
et elle a tenté de gommer son accent qui presque brutalise les dernières syllabes des mots. Et elle a transmis à sa famille la passion de la France. Mais elle n'a rien oublié de son petit royaume d'Arménie. Elle m'a transmis l'histoire de ce peuple harcelé et martyrisé. Et l'exil est d'abord un banni. Sa mémoire est son enceinte fortifiée, et de l'exil d'Ovide à celui d'Hugo, de Zweig, Ulysse, Adam et Ève, Moïse ou Sandor Moraï, l'écrit, la pierre et les paroles, c'est tout ce qu'il reste d'une culture quand elle subit les assauts répétés de l'histoire. Et pour finir, dans l'histoire arménienne, on parle d'un livre comme d'une personne ou d'un trésor, et nous avons tous été nourris de l'histoire de ce recueil d'homélie, un manuscrit trop lourd pour être porté pendant l'exil, qui a été découpé en 3 parties par des femmes pour le préserver. Parce que la parole, l'écrit, c'est ce qu'on peut apporter avec soi dans l'exil. Et quand on laisse ses églises et son territoire, il ne nous reste que la parole et l'écrit comme partie. Alors j'ai été un peu trop longue, mais crois que quoi que je fasse, où que je sois, rien ne t'efface, je pense à toi. On va à présent faire un entracte de 15 minutes. L'école polytechnique, et en particulier Alexandre Richard de l'association Rhetorix. Alors, faire de l'humour, qu'est-ce que c'est finalement ? Pour moi, faire de l'humour, c'est d'abord faire de l'esprit, tandis que la politesse n'a que pour seul esprit de contraindre celui-ci. La politesse, voyez-vous, est un carcan de petites règles, destinées à nous régler comme des horloges, comme cette montre que je porte au poignet. La politesse est la machine bien huilée du contrat social de Rousseau. Elle orchestre, organise, mécanise par un méticuleux emboîtement les relations humaines. Elle les étouffe, c'est le corset convenu des comportements. C'est une posture, élégante certes, mais qui contraint, comme cette cravate d'ailleurs, qui me contraint, qui vous contraint, qui nous contraint, par sa déontologie. Elle en sert. Toutefois, je vous le concède, la politesse, c'est tout de même l'art d'une certaine manière, quand l'humour peut se permettre, elle, de manquer de manière. La politesse, c'est la formule de rigueur, quand l'humour est le sens de la formule. Car l'humour se joue des codes de la politesse. Comprenez-le bien, Albert Camus le disait mieux avant moi. L'humour est une disposition d'esprit qui fait qu'on exprime avec gravité des choses frivoles et avec légèreté des choses sérieuses. L'humour est en effet l'opposé de la politesse. Quand la politesse construit un équilibre subtil, l'humour cherche au contraire à faire ressortir le déséquilibre initial que la politesse voile. Alors, je vous vois venir. Vous voudriez me dire que vous avez bien compris, que l'humour n'est pas une politesse, et que tout ce que je dis est bien joli, mais que c'est de la politesse, du désespoir dont il s'agit. Et que pour un polytechnicien, je suis peu poli et pas si fin d'oublier la fin de notre citation. Mais ne laissez pas le désespoir vous gagner. Ou plutôt, si. Laissez donc les abysses vous engloutir tel un petit poisson. Car au fond, y a-t-il même une place pour l'humour lorsque le désespoir est profond ? Contemplez, à la manière d'Hugo, comme le désespoir vous noie dans le chagrin et les larmes, la nuit et le brouillard. Après avoir vendu le Christ, mais avant de se pendre au gibet, Judas se fit-il artiste à plaisanter. En effet, le désespoir, c'est la mort de l'âme. Sans âme, plus rien que le néant, les flammes de l'enfer. Dante et Virgile ont-ils trouvé matière à rire au royaume de Lucifer.
Et remarquez que ça n'est pas un hasard si l'enfer se trouve 6 pieds sous terre. Le désespoir est un poids à la cheville. Notez comme la sonorité est similaire. Le désespoir, comme la politesse, entrave, tandis que l'humour a vocation à la légèreté. Prenez cette feuille d'ailleurs. Elle vole mal, certes. L'humour n'est pas la politesse d'un désespoir. L'humour est à la rigueur une impolitesse faite au désespoir. Point de désespoir dans l'humour, en effet. Ou alors, je vous le concède, un peu il est vrai. Mais peu, il est juste de le dire. L'humour n'a trait au désespoir que dans la mesure où elle est le radeau de l'espoir dans un océan de désespoir. L'humour se joue du désespoir comme de la politesse d'ailleurs. L'humour est cette lueur d'espoir, cette étincelle qui transforme le bois mort et sec en feu fantastique, comme un ultime sursaut de vie, le dernier souffle. Tenez, prenons celui d'un roi. Louis XVIII, auquel devait succéder Charles X, déclare à ses médecins dans son lit de mort « Dépêchez-vous, charlatan ». Car l'humour, vous l'avez remarqué, c'est l'espoir d'un rire, de quelque part transformé par une boutade, un malheur chez nous en un bonheur chez l'autre. Il va par-delà le mal pour le bien. Il dépasse, il surpasse. L'humour n'est pas seulement une impolitesse, c'est une fougue. Mon joie Saint-Denis, que trépasse si je faiblis. Mais il me semble vous voir encore peu ébloui par la révélation de mon homélie. Alors laissez-moi donc vous montrer et citer encore une fois ce qu'est l'humour pour moi. Sur 100 hommes, 10 ne devraient pas être là, et 80 ne sont que des cibles. Seuls 9 sont de vrais soldats. Et celui-là est un guerrier qui va ramener tous les autres. L'humour est guerrier, il attaque, il pique, il est tranchant, il est armé. Il arrange en garnison féroce la moins véloce des assertions. Il remporte des guerres que l'on croyait perdues. Alors, après avoir défendu une telle idée, je vous vois venir, à moi encore une fois, vous vous dites, cet ingénieur-là va nous faire l'ingénu en nous soutenant encore quelques idées farfelues. Laissez-moi plutôt vous faire la politesse de finir ainsi. Merci à vous. Et à la positive, maintenant, on va accueillir Sciences Po Lyon, l'association Rugisson et Mia Amiard. La malédiction, le sort, quand il vous prend, quand il vous tend, quand il vous tord, quand il décide d'éteindre les lumières et les bougies, les feux verts, les feux rouges sont devenus gris. Vous n'avez plus de voie d'urgence pour vous arrêter, toutes les aires de repos chez vous sont fermées. Ce sont des territoires conquis par le désespoir, empereur avide de pouvoir. Il a faim d'une terre dont il ne voit pas l'horizon, d'un champ qui ne connaît pas les saisons. Le désespoir, c'est un monstre, c'est un démon, un Big Brother qui voit tout dans la maison. Il vous voit fixer le plafond le soir et au lever du matin, après une nuit blanche. Trop noir, après une nuit blanche, de chagrin. Désespoir, je t'embrasse parce que mon amour, lui, a disparu. Oui, toi ma chair, oui, toi ma joie. Cette fois, quand tu as fermé la porte, c'était avec beaucoup de prudence. Cette fois, quand tu as fermé la porte comme à ton habitude, avec peut-être cette fois un changement d'attitude, un grain de lassitude, doucement, sans bruit, tu es parti et tu n'es plus revenu. Attends, mais t'ai-je vraiment perdu? Attends, une seconde, je ne me reconnais plus. Alors, devant le miroir, je tente de reconnaître ces traits qui sont les miens, de ce visage que tu as un jour aimé. Dieu, s'il vous plaît, trouvez la foi de me pardonner, quitte à ne plus voir la lumière, en phare dans la tempête.
J'imagine des spectacles dans ma tête. Des spectacles où tu es dans l'audience. Des spectacles où toi, qui m'as quitté, es toujours dans la danse. Alors j'imagine des shows, j'imagine des Olympias, j'imagine des Broadway. Et je suis sur la scène. Down depuis toujours, enfin. Je stand up. Les gens rient, et dans mes rêves, toi aussi. L'humour comme seul personnage du carnaval qu'est la joie. En otage, cachés de vos plus beaux masques maîtrés, ils sont trop usés d'avoir trop espéré pour faire s'acclamer les foules et ne plus broyer le noir. Les désespérés remplissent les cirques, remplissent les bars. La scène, seul moment où ils sortent gagnants, seul moment où ils se sentent vivants. Des rires, comme pour adoucir, pour parfumer, un air amer, un air pollué, un air toxique, brouillé. Parce que si imaginer ta voix est mon châtiment, mon procès est dans les silences gênés, je n'ai mis à mort que mon amour, alors je t'en supplie, ne me tue pas aujourd'hui. Oui, je vous fais rigoler, je vous fais marrer pour joliment exprimer mon désespoir, pour être politiquement correct, pour être pudique, pour faire partie de ceux que l'on envie, de ceux que l'on imite. Le rire, comme seul rempart à vos sanglots, votre sourire, et aux plus avertis, la seule preuve de votre martyre. Seul l'homme rit, pas les animaux. Si mon désespoir est colère, mon cœur est choléra et meurt doucement depuis que tu es passé par là. Alors, si le rire est la peine de ma peine, au tribunal des bêtes, je plaide coupable. Foi d'animal, intérêt et principal, au cirque je suis le lion, le fou et le clown. Clown triste, qui s'est arrêté depuis longtemps de réfléchir. La sueur efface les dessins sur sa face, elle efface son sourire. Il ne dupe plus personne, mais il a besoin de quelques fagotages, le temps de quelques scènes, le temps de son passage. Seul l'homme est poli car il connaît les mots du cœur, les cris, les pleurs. Alors on rit plus fort pour ralentir les battements, pour ralentir la douleur. Le rire a fait redémarrer mon âme endormie. Je ne suis pas moins triste, non. Ils sont simplement plus naïfs. À penser que c'est de bêtises que je ris, que c'est de maladies que c'est de bêtises que je ris, que c'est de bêtises que je glousse, que c'est de maladies que je tousse, que tous les jours j'attends et j'ai hâte du prochain, alors que chaque nuit j'attends un peu plus impatiemment la fin. Vient donc se glisser dans la discussion entre quelques vers, quelques anecdotes et quelques illusions, l'humour stressé, l'humour pressé, l'humour engourdi qui peu à peu attendrit, poli. Cet humour, cet esprit, il trompe les ombres de la nuit. Si les murs ont des oreilles, ils n'entendent même plus l'écho de mes pleurs, ils tremblent de mes rires. Et quand on a trop ri, on confondrait presque l'humour avec la galanterie. Et quand on a trop ri, on crie presque. Vous savez, les gens heureux n'écrivent pas de poèmes. Ils ne mettent pas de mots sur leurs mots, ils y mettent des charades pour recoudre les plaies jamais cicatrisées. La politesse, c'est le maquillage du désespoir de passage. Nous allons passer à l'avant-dernier binôme. Une citation de Victor Hugo. C'est triste de songer que la nature nous parle et que le genre humain ne l'écoute pas. Et à la positive, l'Université Lyon de Lumière, l'association Agone et Mehdi qui veut déjà commencer. Je vois que mon nom de famille a été un peu remixé, mais bon, ce n'est pas grave. C'est une bien triste chose de penser que la nature nous parle et que l'homme ne l'écoute pas, disait Victor Hugo, le plus illustre écrivain de son siècle, le Michel Houellebecq de son temps, en plus charismatique certes. Mais tout d'abord, une première question se pose. Pourquoi parlait-il donc tant d'environnement ? Nous sommes au XIXe siècle.
C'était une question qui, à l'époque, se posait assez peu. Ce 19e siècle que Victor Hugo connaît si bien du long de sa longue vie de plus de 80 ans, lui qui est né au début de ce siècle et qui en est mort à la fin. Mais si c'est justement dans sa longue vie qu'on peut trouver la source de cette citation. Car en effet, au cours de sa longue existence, Victor Hugo a pu être un témoin privilégié de la plus grande révolution de l'histoire de l'humanité, la révolution industrielle. Alors certes, James Watt, l'anglais, avait inventé la machine à vapeur au siècle dernier, en 1769, mais cette invention allait produire ses effets et changer la société en profondeur que près d'un siècle plus tard. Et là, les amis, quels ne furent pas les changements? Les faubourgs deviennent des villes, la manufacture deviennent des usines, la campagne se vide inexorablement sous le poids de la mécanisation. C'est là également que commence la fracture, la séparation de l'homme de son environnement naturel. Il y a 2 siècles, 95% de l'humanité était rurale et agricole. Aujourd'hui, il y a un peu plus d'1 an, nous avons dépassé la barre des 50% de l'humanité qui habite dans un environnement urbain et industriel. Alors je sais très bien ce que vous allez vous dire. Vous pouvez évidemment innocemment penser que cette révolution a permis de grandes avancées scientifiques, qu'elle a permis d'améliorer notre confort de vie, qu'elle nous a permis d'entrer dans la société de consommation, que beaucoup critiquent, mais que bien peu veulent quitter. Car elle est agréable, n'est-ce pas? C'est agréable de se commander un KFC en moins d'1 quart d'heure dans son appartement du centre-ville, alors qu'on s'était promis de reprendre le sport à la rentrée. Mais j'ai une question à vous poser, les amis. À quel prix? Quelle part de nous avons-nous aliénés pour entrer dans ces sociétés-là? Ne ressentez-vous pas les effets de la pollution lumineuse sur votre sommeil? Ne vous sentez-vous pas parfois insignifiant dans la jungle urbaine dans laquelle nous habitons, riche de plusieurs millions d'individus, concentrés en une poignée de kilomètres carrés? Ne tenez-vous pas compte des dizaines de milliers de morts en France chaque année dues à la pollution atmosphérique? Oui, la nature nous parle, messieurs, dames. Elle nous parle. Lorsque nos fruits et nos légumes, que le ministère de la Santé nous conseille de manger à dose de 5 par jour, ont vu leur valeur nutritive chuter en 40 ans, dû à l'appauvrissement des sols, la nature nous parle. Lorsque le nombre d'insectes dans les campagnes a diminué de plus de 80% en 30 ans, la nature nous parle. Et enfin, plus directement, lorsque notre fertilité a chuté de manière exponentielle ces 50 dernières années due aux perturbateurs endocriniens, et en particulier la fertilité des hommes, elle nous parle. Vous y penserez la prochaine fois que vous mettrez du déodorant Axe. Mais qu'avons-nous fait contre cela? Avons-nous pris les mesures les plus urgentes, les plus radicales qui s'imposent? Avons-nous fait face à ce défi qui n'a aucun égal? Non, non, pas du tout. Nous sommes obsédés par la croissance, la productivité, le PIB, l'IDH. Nous sommes comme les violonistes du Titanic qui continuent de jouer alors que le bateau coule. Notre maison brûle et nous détournons le regard. Mais évidemment, l'humain n'est jamais à court de solutions, car après avoir modifié la nature autour de lui, nous nous apprêtons à présent à modifier notre propre nature. C'est le projet d'Elon Musk. Par exemple, avec sa puce Neuralink. Et ce monsieur nous dit bien sûr que l'intelligence artificielle va nous ringardiser, que nous sommes obligés d'augmenter nos capacités cérébrales de façon artificielle pour pouvoir la concurrencer. Et sur ce point-là, je dois bien avouer que je suis d'accord avec lui. Certes, nous sommes condamnés à la ringardisation si nous prenons pour seul référentiel la machine. Mais c'est bien là réduire énormément le génie humain. L'humain est le mammifère le plus tenace et le plus adaptable qui soit. Nous avons survécu à l'ère glaciaire, aux pestes noires, à la guerre mondiale. Alors perpétuons notre tradition, faisons face aux périls du siècle, car notre terre, nous n'avons qu'une. Nous n'allons pas vivre sur Mars. Notre avenir se fera sur Terre, où il ne se fera pas. Et pour finir, je tiens à vous rappeler que l'homme, ne cessant de s'entourer de la machine, est condamné à en devenir une.
À la négative, nous allons accueillir Sciences Po Paris, l'association Sciences Polémiques et en particulier Akram Beignad. Oui. Si vous tapez son de la nature sur Google, c'est ce que vous entendrez. Oui. Vous tomberez sur une vidéo de 8 heures, apparemment faite pour apaiser les gens et les plonger dans le sommeil. Il y avait plein de gazouillis. Oui. 8 heures, 29 minutes et 17 secondes de oui. Ce doit être au moins le temps qu'il faut à Manuel Valls pour s'endormir depuis qu'il a appris qu'en Grande-Bretagne, un ex-premier ministre réussit à réintégrer le gouvernement. Sur Internet, on en apprend beaucoup sur la nature. On peut voir sur le web des toiles d'araignées sophistiquées. On peut voir sur la toile les parades nuptiales des mannequins à tête rouge, de l'oiseau du paradis, du fou à pieds bleus. Leurs pattes s'élèvent parfaitement coordonnées avec leurs ailes qui battent et leurs becs qui s'ouvrent. Des parades qui sont la preuve qu'en termes de sens du rythme, la nature n'a rien à envier, ni à Marine Le Pen qui travestit Dalida, ni à l'ensemble des hommes hétérosexuels. On peut voir sur Internet plein de curiosités sur la nature. Et pourtant, lorsque j'ai cherché à savoir ce qu'elle nous dit, je n'ai entendu qu'une seule chose, oui. La nature ne nous parle pas, et nous n'en avons pas besoin. Nous avons déjà des sociologues, des philosophes, des économistes, même des cartographes et des juristes qui savent que le naturel n'est pas positif. Faire parler la nature, c'est tuer le fait social. C'est faire taire ceux qui connaissent le mieux les hommes, eux-mêmes. Non, Marx n'est pas une marque de barre chocolatée. Et Nana, ce n'est pas le titre du dernier album de Zola. Non, il y a des gens dont c'est le métier de décrire le genre humain et d'analyser son fonctionnement. Il n'y a pas besoin d'écouter la nature pour ça. Je connais les gourous qui voient des signes. Je connais le pathos d'une nature qui nous alarme, mais il y a mieux que les pluies torrentielles. Il y a mieux que les ouragans. Il y a mieux que l'odeur d'un excrément de caniche couplé à la buée du matin pour savoir que la nature va mal. Il y a les rapports du GIEC. Et d'ailleurs, non, Jean Philibert, ne va pas me faire croire que si tu as mangé 7 tartines avec du Nutella et du beurre, c'est parce que ta nature te fait croire que le sucre c'est bon. Non, Jean Philibert. Si tu fais ça, tu as des troubles alimentaires. La nature ne te parle pas, Jean Philibert. Elle ne nous parle pas et c'est mieux comme ça. Elle se dévoile mieux dans le silence du mystère. Sa beauté n'est pas une logorée. Je ne veux pas comprendre les nuances des oui. Comme ça, je me laisse croire qu'ils sont rythmés par le tempo de l'amour, que leur mélodie est celle des réveils sous les draps accompagnés. Je veux taire la signification de la couleur des fleurs et l'interprétation du mouvement langoureux des tournesols vers le soleil. Je veux apprécier la bouffée d'air iodé, mais je veux le sel sans le sens. Sur la paume de mes mains, je veux les chatouilles du gazon, mais sans en faire une équation. Au lieu de les comprendre, je veux rêver la longueur du cou des girafes et la grâce des flamants roses. Je veux avoir naïvement peur du lion, mais aimer mon chat. La nature ne nous parle pas et c'est mieux comme ça. La nature ne nous parle pas, mais certains l'utilisent. En parlant à sa place, ils inventent une nature humaine, définie, figée, rigide, haineuse. Ils inventent un sens à la nature pour mieux chasser ceux qui le transgressent. Pour eux, s'il y a une nature, il y a son pendant contre nature. Et c'est déviant, et c'est bronzé, et son sexe faible. Croire à une nature humaine, c'est accorder l'humanité sous condition. Pour faire taire ces fossoyeurs, il y a mieux que la nature pour comprendre le genre humain. Il y a cette voix consciente et intelligible d'une humanité qui essaie de se connaître. Une voix qui construit des ponts, qui fait de la science de l'homme une science humaine. Je veux connaître l'histoire pour mieux envisager l'après. Je ne veux pas seulement connaître 1914 et 1789, mais aussi 1678 et 1708, et 1804 et 1585. Je veux comprendre pourquoi la guerre, comment l'inflation, et peut-être un jour, même ce qu'Affida Turner tente de nous dire depuis le début. Mieux que celle de la peau, mieux que le rose et le bleu des garçons et des filles, je veux les couleurs des statistiques et celles du stabilo de mes cours de sociaux. Il n'y a pas de nature humaine, il y a des états, des cultures et des religions, il
il y a une économie, il y a un langage et pour Foucault, un discours. Il n'y a pas une nature de l'homme. Il y a peut-être 2 sexes, mais certainement des genres. Il y a un B entre Paul et Preciado. S'il y a un C à classe sociale, c'est que c'est important, mais ce n'est pas pour ça que c'est comme ça et que ça ne changera pas. Pour que ça change, il y a des variables sur lesquelles agir, des acteurs, des dynamiques et des structures. Il y a un P et un I et un B, un slash et un H pour habitant, un brut et un net. Mais si on essaye de la définir, la nature humaine commence par N. Et pour finir, notre dernier duo, le plaisir est-il une drogue comme les autres? Et nous accueillons enfin Verbatim. Si je fais des grands gestes au cas où. Je me réveille au toucher léger d'une brise d'été. Le temps est bon, le ciel est bleu. Pourtant j'ai froid. Mais vraiment froid. J'ai la gorge sèche, j'ai le cœur qui bat, les yeux qui vrillent. Comment me soulager, moi qui erre au fin fond de la Vendée? Le chant du coq ou de la coke? L'herbe à fouler ou à rouler? La canne à pêche ou le cannabis? Bref, être un Rousseau bucolique ou un Baudelaire alcoolique. J'étais jeune, mais pas à jeun. Et pour passer mon temps, ou plutôt le perdre, je ne vivais que de substance, pour qu'enfin l'horloge avance. Ne serait-ce qu'une journée passée sans la charmante compagnie de ma camarade drogue, sonnait plus vide et creux que le fond de la pensée de mes camarades du premier rang. Alors j'ai couru dans cette course au plaisir, passant par celui qu'on appelle factice. Je suis parti loin sans bouger, le cachet entre mes canines, et crac. Imaginez-vous. Ce raccourci vers l'extase, je passais de l'enfer de Dante au 7e ciel en une fraction de seconde. Mais comme Jean Valjean ou Cahuzac, on finit toujours par rendre des comptes et vient alors le moment où tout ça sombrit. La drogue comblait un manque, mais manque de bol, elle me pourrissait. Je voulais en ingérer de temps en temps, puis souvent, puis tous les jours, toutes les heures, à chaque minute, à chaque seconde. J'en voulais plus, encore plus, toujours plus, mais stop! J'avais tout perdu. Le goût, l'envie, l'espoir d'éprouver du plaisir sans me détruire. Mais c'est là qu'elle est apparue. Cette drogue, pas comme les autres, sans tumulte ni fracas, sans piqûre ni tabac, me prenant par la main pour d'heureux lendemains. Je parle du plaisir lui-même, cette drogue que l'on recherche partout et dans tout, tellement elle nous rend dépendantes. Amour, joie, tendresse, nostalgie, appelez-la comme vous voulez. Pour moi, c'était au sommet de la colline de Fourvière, à côté de notre petite tour Eiffel, car à Lyon, nous, on peut s'en payer qu'une moitié. C'est là que je l'ai trouvé, ou plutôt qu'il m'a trouvé, dans ce moment simple, qui me sortait de la réalité. Ébahi, je contemplais cette vue sur tout Lyon. Alors, je sais qu'on est à Paris. Mais... Je profitais de cet instant, en fait, tel un enfant. Parce que c'était bien là qu'on était les plus heureux, non? S'émerveiller d'une fourmi, manger des pâtes au knacky, cette époque où je gribouillais des maisons carrées avec des toits en triangle. Même Marmiton n'a pas la recette d'une telle Madeleine de Proust. En fait, cher juré, le plaisir est un plat qui se mange chaud, et il a plus de goût quand on ne le cuisine pas. Alors, cher auditoire, qu'est-ce qu'on fait? Elle est où la solution? Courir après le plaisir? Ou apprendre à le voir? Croyant sans cesse en manquer, j'étais devenu un daltonien du plaisir, n'arrivant pas à en distinguer les couleurs,
qui étaient pourtant tout autour de moi. Tantôt grand ou petit, coupable ou charnel, plaisir à deux ou plaisir des yeux, il y en a tellement qui existent. Et de toute façon, s'ils viennent tous à moi et que je suis submergé, je ne prends pas beaucoup de risques, car, cher auditoire, une overdose de plaisir, ça s'appelle un orgasme. Alors le plaisir est-il une drogue comme les autres? Sérieusement, comment pourrait-il l'être? Quand le camé finit ses dernières miettes de crack, quand l'héroïnomane finit sa seringue ou quand Palmate finit dans la voiture d'en face. Que reste-t-il? Rien, nada, que chi. La drogue du plaisir est quant à elle ce puissant fond, qui tiendra toujours ses promesses. Je suis indéfiniment capable d'émerveillement, disait Fellini. Quant à moi, je souhaite vous dire que je suis indéfiniment capable de plaisir. Ainsi, cher auditoire, cher juré, je les ai trouvés, mes nouveaux dealers, pas comme les autres. Ils sont à Lyon, mais ils sont à Paris. Ils sont là aussi, oui, je parle de vous, vous, ma belle cour. Vous, présents dans cette grande salle de shoot, qui êtes complice de mon trip à travers vos regards plaisants. Mais je parle aussi de mes amis et ma famille. Oui, Oscar, il y a plus entre mes parents et moi. En effet, papa, maman, vous êtes mes dealers. Et même mes favoris. Vous n'avez pas honte de droguer votre fils? Avec tout le réconfort que vous m'apportez, votre fierté mal dissimulée, votre amour de tous les jours, vous êtes ma dose de dopamine légale. Alors oui, je suis retombé dans la drogue. Mais non, le plaisir n'est pas une drogue comme les autres. C'est la meilleure de toutes. Et pour conclure, on va accueillir l'ESSEC, Plaid ESSEC, et c'est Youssef Zouakia. Cher jury, cher public, je m'appelle Youssef, et comme vous, je suis drogué. Alors c'est le moment où vous êtes censé me répondre « Bonjour Youssef », mais je m'en passerai. Oubliez un instant que nous sommes à l'Assemblée nationale, que c'est le Paris-Lyon, que l'ESSEC gagnera. Oubliez ce qui nous sépare et concentrez-vous sur ce qui nous unit. Nous sommes tous des drogués anonymes, des addicts. Au café, à l'alcool, au plaisir ou à l'amour. Vous souvenez-vous de cette personne qui a subtilisé pour la première fois votre cœur et votre âme? Oui, cette personne dont il vous suffit d'entendre le prénom pour que votre cœur s'emballe. Cette personne dont l'amour vous emporte dans une valse effrénée, où chaque battement résonne comme une douce symphonie. Mais toute histoire a une fin, et la vôtre n'échappe pas à la règle. Vous perdez l'héroïne de votre conte, et tel le junkie que vous êtes, vous cherchez inlassablement la prochaine seringue de plaisir. Vous voilà lancé dans cette quête désespérée qui transporte au sommet des cieux et précipite dans les abîmes les plus profonds. Mon ami de papier, enfant de Kundera, ce bon vieux Thomas, considère qu'aucune femme n'est pareille. Fasciné par le fragment d'unicité que chacune de ses conquêtes dévoile dans l'intimité, il se saisit de son scalpel imaginaire pour dénicher en chaque femme sa singularité. Ce plaisir toujours plus intense de découvrir la diversité infinie l'épuisera et le conduira à sa propre perte. Une mort quelconque pour ce grand chirurgien asservi par son propre plaisir. Si le plaisir peut t'asservir à l'image d'une drogue, l'issue d'une histoire d'amour et d'une histoire de dépendance laisse des stigmates émotionnels similaires. Nous nous retrouvons alors tels des âmes esselées, naviguant dans un océan d'incertitude. Dans cette détresse apparaît une étrange sensation de soulagement
une forme de désintoxication de l'âme, comme si nos cœurs avaient été purgés de leurs excès. Mais l'analogie entre plaisir et drogue ne s'arrête pas là. Et j'aimerais vous poser une question, oui, à vous tous. Aimez-vous l'alcool ou le sucre? Oui. Ok, on est sur des alcoolos qui s'assument pas, super. Comme l'alcool et le sucre, l'amour et l'altruisme sont des plaisirs socialement acceptés. Attention, certains plaisirs, à l'instar d'autres drogues comme le crack, ne le sont pas. L'affaire du Hamel, qui ébranla Sciences Po, témoigne bien du refus social absolu, du plaisir de l'inceste. La différence de traitement social entre certains plaisirs et certaines drogues montre bien le flagrant parallèle entre plaisir et drogue. Mais la faute à quoi? Et surtout à qui, si le plaisir est une drogue comme une autre? Eh bien, entrons, le temps d'un instant, dans ce laboratoire secret qu'est l'esprit, où se trouve un petit chimiste qui jongle avec des fioles jaugées de dopamine, de sérotonine et d'endorphine. Quand vous la voyez au loin s'approchant, que votre cœur s'emballe, que votre respiration en devient haletante, le petit chimiste devient frénétique. D'habitude si précis, alors il a fait du sport, 20 millilitres de dopamine. Il s'affole avec ses fioles. Alors il fait dans votre tête des mélanges hasardeux. 150 millilitres de dopamine, 300 millilitres d'endorphine. Enivré par ces hormones, plongé dans une quiétude jamais soupçonnée, vous êtes si bien dans cet havre de béatitude que tout ce que vous souhaitez, c'est d'y retourner encore et encore. Mais je vous en conjure, ne voyez pas dans mon discours une injonction au sevrage. Oui, le plaisir est une drogue comme une autre, comme les autres. Mais ne peut-on pas le consommer avec modération? Le secret de l'existence ne réside-t-il pas justement dans une valse subtile entre modération et délectation? Alors, chers compagnons d'ivresse, goûtons, vivons, aventurons-nous là où nous n'avons jamais été. Levons donc haut, très haut nos verres. Suivons le conseil du poète et enivrons-nous. Santé. Balcon ou pas de balcon, telle est la question. Chers jurés, cher public, en cette douce après-midi de novembre, nous allons réécrire l'histoire. Réécrire l'histoire, en effet, car Roméo et Juliette est un véritable pan de l'histoire littéraire. En plus d'être une des tragédies les plus connues, Roméo a eu le droit à ce qui est la consécration pour un héros fictif, l'antonomase. Cette figure de style qui fait d'un nom propre d'une personne connue un nom commun. En effet, qui n'a jamais entendu une vieille tante vous demander des nouvelles de votre petit copain en parlant de votre Roméo? Ce Roméo qui, passionné, décide de se suicider devant le corps en apparence inanimé de la fille qu'il vient d'épouser il y a quelques heures. Néanmoins, je suis intimement convaincu que Roméo aurait survécu s'il avait habité au rez-de-chaussée, si Juliette avait habité au rez-de-chaussée. En effet, si Juliette n'avait pas habité au premier, jamais nous n'aurions eu le droit à cette tirade magnifique. Roméo, Roméo, pourquoi es-tu Roméo? Car ce dialogue qui commence ainsi est le nœud de ce problème. C'est ce dialogue qui fait passer la relation de Roméo et Juliette d'une vulgaire chope en soirée à la tragédie romantique par excellence. Mais sérieusement, faire de Roméo et Juliette la tragédie romantique par excellence, l'avez-vous déjà lu? Avez-vous vraiment pris toute la mesure de l'intrigue? Deux jeunes de familles rivales qui ne se connaissent ni d'Ève ni d'Adam et qui se chopent à un bal de village. Jusqu'ici, tout va bien. Le lendemain, du haut d'un balcon se déclarent leur amour, alors qu'ils se connaissent depuis 4 heures. Ça commence à aller un petit peu vite en besogne. Et puis, le surlendemain se marient. Et enfin, se suicident suite à un léger problème de communication. Pourquoi trouve-t-on ça normal? Un couple d'ados qui tombe amoureux et se suicide en moins de 72 heures, ce n'est ni beau ni romantique.
Et surtout, cela ne justifie en rien 400 ans d'admiration. Néanmoins, je vais m'arrêter là car je ne suis pas venu ici pour dresser un réquisitoire contre une des tragédies les plus connues de Shakespeare. Je n'en ai pas la prétention, bien que la réputation de mon école laisse présager le contraire. Maintenant que le décor est planté et que je vous ai rafraîchi la mémoire, concentrons-nous sur la racine de ce problème, ce balcon que j'ai mentionné plus haut. Si Juliette habite au rez-de-chaussée, il n'y a pas de balcon. Nous pouvons donc supposer qu'il y a une fenêtre, une porte-fenêtre, une vérande... Pardon, je m'égare. On va imaginer une simple fenêtre. Quand on habite au rez-de-chaussée dans une ville où deux familles se vouent une haine mortelle depuis des années et qu'on fait partie d'une de ces deux familles, on ferme sa fenêtre. Mais si la fenêtre est fermée, Roméo n'entend pas la réplique de Juliette dans laquelle elle exprime son amour pour lui, telle une adolescente devant son poster des One Direction. Et c'est cette réplique, cette déclaration d'amour que Roméo entend contre le gré de Juliette qui va lui permettre à son désir amoureux de s'épanouir pleinement. Car ce sentiment qui nous paraît si pur n'est en réalité que le fruit du bégaiement amoureux d'un adolescent en pleine puberté. Si Roméo n'avait pas entendu cette déclaration, il serait passé à autre chose le surlendemain. Vous souvenez-vous de Rosaline ? Non ? Eh bien Roméo non plus. Pourtant, avant de rencontrer Juliette, il était persuadé que jamais il ne trouverait une créature aussi sublime qu'elle. Cependant, en un échange de regards avec une belle inconnue, la Rosaline est tombée dans l'anonymat. Elle a rejoint les précédents coups de foudre de Roméo dans l'abîme de ses amours inaboutis. Ainsi, si Juliette avait habité au rez-de-chaussée, Roméo n'aurait jamais entendu le flot de ses pensées, et 3 jours après, il serait tombé amoureux d'une autre Véronaise, qui n'est pas la fille de Capulet, et il serait par conséquent toujours en vie. Mais, chers amis, pour ne pas que vous puissiez m'accuser de mauvaise foi, je vais imaginer un seul instant que la fenêtre soit restée ouverte. Avant cela, je me permets de rappeler le contexte. Roméo et Juliette se sont embrassés à un bal masqué, et la scène du du rez-de-chaussée se déroule de nuit. Oh, Roméo, Roméo, maman, il y a un mec chelou dans le jardin là. Je pense que cette petite réécriture se passe de commentaires. Revenons à ce dialogue qui, comme la guerre de Troie, n'aura pas lieu. C'est lui qui vient exacerber le désir de Roméo par l'énumération de ce qui entrave leur amour naissant. En effet, comme l'explique le grand spécialiste de l'amour-passion dans la littérature occidentale Denis de Rougemont, la passion se nourrit d'obstacles, et c'est donc cette énumération d'obstacles qui fait naître la passion chez Roméo. Et quand le désir devient passion, on est prêt à mourir pour l'élu de notre cœur. Un seul être vous manque, et tout est dépeuplé. Et Roméo ne peut s'imaginer vivre les nombreuses années qui s'ouvrent devant lui sans cette femme qu'il connaît depuis 3 jours. Heureusement, Juliette habite au rez-de-chaussée, et la fenêtre fermée qui se dresse entre ses mots et Roméo leur laisse la vie sauve. Merci. À la négative, on va accueillir Centrale Lyon, et en particulier l'association Equimoon. Et Mehdi, si tu veux bien te joindre à nous. Mesdames et messieurs, le monde va mal. Anne Hidalgo est toujours la maire de Paris. Mais ne vous inquiétez pas, si nous sommes ici, c'est pour oublier les soucis. Et c'est l'histoire de ce Roméo et de cette Juliette qui aujourd'hui nous permet de nous évader. Alors oui, moi aussi, quand on m'a parlé d'un concours à l'Assemblée de Paris qui plus est, je m'attendais à voir du réel et même un peu de concret. Mais un peu de légèreté n'a jamais tué, il faut jouer le jeu, alors jouons un peu. Je préfère vous prévenir, il va falloir me suivre. Le fil de ma pensée, je le ferai tomber, je le ramasserai encore et encore, mais rien ne sert de s'inquiéter, il y aura un score et je le compterai. Déjà, si Roméo vivait encore, il aurait juste DM JujuCapu 2008 sur Insta. Parce que bon, son OnlyFans est un peu trop busy pendant Noël. Hein. C'est la période où Papa Joël, notre député cocaïné préféré, est le plus actif sur les réseaux. Il faut bien qu'il agrandisse le sien. Bon. Alors, certains me diront que je n'ai pas bien compris la question et d'autres que je n'ai pas bien saisi le pari. Bien, les seconds auront raison. Très difficile à dire.
Alors oui, je ne connaissais pas l'histoire ni de ce Roméo, ni de cette Juliette avant 23h57. D'ailleurs, merci Marie du temps que tu nous accordes. Mais loin de moi l'idée de chercher une discorde. Je me dois de vous demander, mes chers concurrents et même mesdames et messieurs les jurés, si à vous aussi elle vous a demandé de lui envoyer une photo torse dénudé. Je pense que cette Marie-là, son enfant ne tombera pas du ciel. Bon. Alors, il fallait bien que je la découvre, cette œuvre. Alors, comme n'importe qui, je m'en allais sur la toile, mais ne vous aventurez surtout pas, il y a un peu trop de hentai. Oh, Roméo, pourquoi est-elle si grosse? Alors, c'est perturbant, oui, mais pour le moins édifiant. Mais ne digressons pas plus. J'ai fait tomber mon fil, voilà que je me courbe, vous le ramassez. Roméo et Juliette, que dire? Ah voilà, donc, il faut bien s'imaginer la scène. Juliette au rez-de-chaussée, ce vil vis-à-vis avec tous les passants de la rue qui, tour à tour, donnent leur avis de Lady Capu, tire ses rideaux pour éviter que le prêtre d'à côté ne soit trop indiscret. Quoique, elle a 16 ans déjà, irait-il jusque-là? Bon, 3-0. Normalement c'est fané, mais il faut continuer. Donc Juliette au rez-de-chaussée. Roméo toque à sa fenêtre, les rideaux et qui s'ouvrent. Rideaux que M. Capulet a décidé d'acheter après une grosse dispute avec madame qui a enfin compris les 5 secondes de pause entre la question « Chérie, j'ai grossi » et la réponse de son mari. Donc le fil, excusez-moi, le fil. Juliette au rez-de-chaussée, Roméo toque, les rideaux s'ouvrent. Et puis là, vous vous demandez, mais où est la romance? Vous vous demandez pourquoi est-ce que Juliette s'avance dans les bras d'un homme qui est incapable de faire ce que Mamoudou Gassama a jadis fait pour les papiers. Eh bien, comme dirait Grand Corps Malade, c'est parce que Roméo kiffe Juliette et que Juliette kiffe Roméo. Mais revenons à la mort de Roméo cette fois-ci. Je ne vous mentirai pas, car je ne mens jamais. En lisant la question et en ma qualité d'inculte avéré, j'étais devant un casse-tête. Ce bon vieux Roméo était-il tombé du balcon de Juliette? Un petit tour chez commentaires-composés.fr m'a fait dire le contraire. Que Juliette vive au rez-de-chaussée ou non, c'est bien sa vertu et son vice qui ont fait de Roméo un être à jamais tu, et non la distance seul balcon. Bref, Roméo kiffe un peu trop Juliette et Juliette kiffe un peu trop Roméo. Vous les traiterez peut-être de grands malades, mais je vous le répéterai encore, ils n'en ont ni l'esprit ni le corps. Merci. Maintenant que tout le monde est passé, on va faire un entracte d'une vingtaine de minutes pour laisser le jury délibérer. Malheureusement, lorsqu'on a des notes en plus dans les mains, on voit les tremblements. Donc, bon, là, ça va, je ne tremble pas énormément, mais lorsque j'étais à ta place, ça m'est arrivé aussi de trembler. Et en fait, ce tremblement, on le ressent. On le voit, tu ne le vois pas forcément. Et du coup, il y a une différence entre ton discours qui était extrêmement engagé et en même temps, cette feuille qui tremblait, qui ne cessait de trembler. Et n'hésite pas à t'en détacher, à te défaire parce que tu es bourré de talent. Et c'est une des choses qui peut nous faire un peu sortir de ton discours. Fais-toi confiance. Fais-toi confiance. D'où l'intérêt d'un pupitre. Exactement. Oui. Je vais enchaîner avec Clément que je ne vois plus. Ah, parfait. Merci Clément. Salut Clément. Eh bien, Clément, ton discours, il était très bien. Tu avais une très bonne intonation. Et ce que j'ai beaucoup apprécié à propos de ton discours, c'est qu'il était personnel. Il avait une touche de personnalité. À un moment, tu as parlé de tes parents très rapidement à la fin. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée, parce que tu as su jouer avec nous, en fait. Il y avait une touche d'humour. On sentait, en fait, que ça te passionnait, en fait, de nous. Je n'avais pas l'impression d'être un cours d'histoire ou quelque chose. Je sentais en fait que c'était quelqu'un de passionné qui me parlait à propos d'un sujet qui était passionnant à ses yeux. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Et tu avais un bon eye contact, parce que ça compte. Tu as regardé un peu tout le monde, mais tu nous as regardé nous aussi, les jurés, parce qu'on est là aussi, on est présents, coucou. Et ça, c'est quand même très important, mais tu ne nous as pas regardé que nous, tu as regardé un peu tout le monde. Et qu'est-ce que je me suis noté d'autre? Eh bien, tu avais une bonne gestuelle, tu ne faisais pas de très grands gestes, mais tu savais faire quelques petits gestes qui étaient là pour appuyer et soutenir ton discours. Et ça, c'est très important. Tu as respecté le temps.
Donc voilà, c'était très bien. Bravo à toi. Youssef. Salut Youssef. J'ai le plaisir de finir par toi ces retours individuels. Youssef, il a quand même réussi l'exploit, et ça il faut le souligner, de venir avec son fan club. Voilà. Youssef, seul orateur, où quand on annonce son prénom, il y a une foule de 1000 personnes qui crient, et c'est quand même assez impressionnant, surtout à l'Assemblée nationale. De voir qu'une personne peut embarquer autant de gens avec soi. On a beaucoup apprécié également ton discours. Il y a quelque chose que j'aime bien, tu as fait à la fin de ton discours, c'est tu joues avec un élément, c'est-à-dire que tu as pris un verre, et mine de rien, tu as pris un verre, tu l'as levé, et je trouvais que ça te fait un peu sortir de encore une fois, de ce texte et de ta posture qui parfois peut pêcher chez certains orateurs, savoir d'être dans un discours assez simple, un peu magistral, et le fait de jouer avec son environnement, c'est quelque chose qui est toujours très appréciable, et encore bravo pour ta prestation. Voilà vient le moment fatidique, le moment tant attendu de remettre les premiers prix. On va commencer par le prix de la plume. Et alors je vais pas faire durer le suspense très long. Si, en fait je vais faire durer. Ouais, je vais faire durer. Non, en tout cas c'est très agréable de voir qu'il y a autant de personnes qui ne sont pas embarquées par le projet d'Anne Hidalgo. Et je remercie beaucoup du coup de Mehdi d'avoir souligné à ce moment-là ta non-adhésion finalement à la maire de Paris. Non, je rigole. Le prix de la meilleure plume est décerné à Léa Révolte-toi Assas. On enchaîne avec le prix de l'audace. Déjà, je voudrais dire que toutes les performances étaient extraordinaires, vraiment. Il n'y a pas de... Et très diversifié. On aurait pu remettre vraiment 7 ou 8 prix différents, avec un mot associé, voilà. Le prix de la taille, le prix de la gestuelle, le prix de la tonalité, le prix de la posture, etc. Donc pour le prix de l'audace, on a fait le choix de récompenser la personne qui a été la plus audacieuse dans le choix stylistique, et donc on a récompensé Mia. J'ai le plaisir de terminer avec le prix du meilleur orateur. Comme l'a dit si bien Luc, on pourrait décerner un prix à chacun d'entre vous parce que chacun de vos discours était à la fois riche et diversifié, ils étaient très bien et on sent que ça représente des semaines et des semaines de travail, pour certains en tout cas. Et du coup, c'est avec un très grand honneur que j'annonce que le prix du meilleur orateur revient à Clément. Il me semble qu'il va y avoir une annonce maintenant de verbatim. On peut applaudir, verbatim.
Merci à vous. Donc l'annonce, ça va être pour clore ce concours Paris-Lyon et pour vous donner rendez-vous à l'année prochaine. Donc avant ça, on tenait à remercier Philippe Juvin, le député qui nous a permis d'être là, et son collaborateur Lucas Janner qui est juste là. On tenait à remercier aussi les jurés et nos partenaires PwC et Nexelog. Merci à vous. Et aussi les présidents et présidentes d'assaut et les orateurs. Merci d'avoir participé et on espère voir votre les membres de Verbatim qui sont tous venus staffer aujourd'hui aussi. Vous aussi, cher public, merci d'être venus. Et pour finir, la présidente de Verbatim, Manon, qui était co-respo avec moi du CPL. Merci à vous. Que Marie a autant contribué que moi, je pense qu'on peut la Pour vous donner un ordre d'idée, ça fait 3 semaines qu'on s'appelle 3 fois par jour, donc on est très heureux d'avoir pu vous offrir ça. Et j'ai un dernier remerciement à faire, c'est à Clément, bien sûr, de nous avoir représentés à Centre Verbatim et qui sera le prochain président de l'association. Donc bravo à lui.